Alors nous allons aborder la deuxième table ronde, comme l'a dit Mathieu, sur le thème de l'onotourisme du futur. Et donc nous avons comme participants Mathieu Bach, Cyril Bataille et Pascal Marmot. Donc tout d'abord je vais vous demander de vous présenter un peu plus en détail. Donc Mathieu, c'est doctorant en thèse d'écriture publiée un livre. Attends, je vais te laisser finir si tu veux. Tu as publié en décembre le livre Start-up du vin entre vrais apports et faux semblants. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus du coup de tes recherches et de tes... Alors, les aléas du numérique. Donc oui, donc je suis doctorant à l'Université de Bourgogne, au Centre TIL, comme l'avait rappelé Laurent. J'ai deux thématiques de recherche. La première, c'est les discours sensoriels. Donc je vais m'intéresser à comment est-ce qu'on parle du vin, à comment est-ce qu'on parle du café, de la bière. Et pour ma thèse, je vais surtout travailler sur le vin, et en particulier sur les discours de vente du vin. Et puis il y a un deuxième axe de recherche qui me plaît énormément, c'est les humanités numériques, et donc le numérique. Et le livre dont tu as parlé à l'instant, c'est la réunion en fait de ces deux axes de recherche. Voilà, le vin, le numérique, qu'est-ce que ça apporte au consommateur, et pas seulement faire du numérique pour faire du numérique, il faut le questionner. Voilà. Bonjour à tous, je suis Cyril Bataille, président de la start-up Vinitique à Châlons. Nous, notre spécialisation, c'est justement le sujet d'aujourd'hui, c'est le no-tourisme numérique. Donc on est spécialisé dans la création d'outils numériques pour favoriser la mise en relation entre les amateurs de vin et les domaines viticoles de Bourgogne et du Beaujolais, donc la grosse région large de Dijon à Lyon. Puis voilà, on fait pas mal de services autour de ça, on fait un petit peu de communication aussi, et puis on essaye d'être le plus présent possible auprès des vignerons pour les aider à utiliser les outils numériques de la meilleure façon possible. Alors moi je suis Pascal Baguet, je suis en charge des usages innovants du numérique à la région Bourgogne-Franche-Comté. Alors j'ai un peu de passif derrière moi et je suis dans le numérique avant que ça porte ce nom. Ça doit faire 37 ans que je travaille, donc voilà. Dans les usages uniquement et pas dans la techno. La techno n'est qu'un support, c'est comme ça pour moi. Et puis pour la petite histoire, allez, on va dire que j'habite à la Doua-Sérigny, juste sous les Cortons Bressans. Voilà. Pour le lien avec le sujet. En durée surtout. Alors merci à tous de vous être présentés et on va passer du coup à notre première partie. Donc qu'est-ce que le tourisme au final? Donc, je vais vous demander, si vous voulez bien, de donner chacun une petite définition rapide de qu'est-ce que le no-tourisme. Alors, le no-tourisme, on peut dire que c'est le tourisme du vin, mais quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Oui. Alors, pour moi, le tourisme du vin, c'est toutes les activités qui amènent le client consommateur dans le domaine. Et dans la vigne. Alors ça peut être une visite en cave, ça peut être une visite dans les vignes avec le vigneron, ça peut être visiter un salon, alors pas un salon comme ça évidemment, mais un salon des vins, ça fait partie de l'onotourisme d'une certaine façon. Et puis il y a tous les événements annexes, par exemple le marathon de Molsheim dans le vignoble alsacien, c'est une façon de découvrir les vignes, le vignoble, le vin. C'est ça. Oui, bon, moi je suis assez d'accord avec toi Mathieu, c'est un peu l'idée aussi que j'avais. Je dirais que globalement pour moi le no-tourisme c'est tous les services qui permettent de découvrir une région viticole, de découvrir un terroir, de découvrir une culture. Chaque région viticole a sa propre culture du vin, c'est un peu tout ça. C'est pas forcément, pour moi, c'est pas forcément lié au vin, parce qu'on peut être, par exemple, un enfant qui découvre une région viticole, donc il y a toute la partie découverte du métier, découverte pas forcément du vin, mais en tout cas de tout ce qui tourne autour du vin, donc comment on fait le vin, ce qui se passe autour. Pour moi le tourisme, c'est un peu tout ça. C'est vraiment découvrir une culture,
découvrir les gens qui font cette culture-là et pouvoir voilà, partager avec les gens du domaine viticole et comprendre tout leur métier, le vin, etc. Voilà. Alors moi je vais élargir encore parce que pour moi c'est gastronomie et vin, le no-tourisme. Parce qu'il est rare de faire l'un sans l'autre. Et donc, en plus la région Bourgogne-Franche-Comté est plutôt bien placée là-dessus. Donc on en profiter. D'ailleurs c'est un choix régional de pousser le no-tourisme. Donc c'est quand même important. Non mais il faut le dire parce que c'est un axe important, il faut se différencier. Et après oui ça peut être du plus jeune au plus ancien. Aujourd'hui, avec une association comme l'association des climats, on est en train de développer des kits pédagogiques pour sensibiliser les plus jeunes déjà au climat de Bourgogne, mais d'autres choses aussi. On va aussi sensibiliser à comment on refait des murs en pierre, etc. Donc il y a vraiment tout un ensemble, il ne faut pas le limiter à la vigne et au vin. En fait, c'est tout ce qui tourne autour, et ça c'est plutôt sympathique. Alors on axe là-dessus, parce qu'il y a des tourismes qui sont liés, j'en sais rien moi, au côté plus patrimonial et autres, plus monuments historiques, etc. Et là on est vraiment dans quelque chose de vivant, et en plus qui se goûte. Donc c'est plutôt pas mal. Eh bien, merci beaucoup. Au final, vous avez quand même des définitions qui se complètent chacun. Donc, pour résumer un petit peu, le no-tourisme est à la fois du social, du culturel, et puis du plaisir et du relationnel. Et du coup, Cyril, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu quel type de public est destiné, enfin, à quel type de public se destine le no-tourisme, quel type de client? Un peu tout le monde en fait. On peut aller du plus jeune au moins jeune, les hommes, les femmes, les Français, les étrangers. En fait, on peut voir un public vraiment très très large pour le no-tourisme. En fait, ça va surtout dépendre des activités no-touristiques qui sont proposées dans les domaines ou dans les régions viticoles. Plus la région viticole va proposer de services variés, plus on pourra retrouver des publics différents. Merci beaucoup. Et du coup, Mathieu, qui connaît bien aussi le secteur, comment il s'articule en France, justement, avec cette genre de public? Ouais, alors justement, je pense que en fait ça va rejoindre ce que tu as dit. Pour moi, non, on n'est pas préparé. On s'est bien parlé avant. Non. C'est du live. Alors pour moi, il y a trois niveaux. Il y a un niveau domaine, c'est-à-dire le vigneron tout seul dans son coin qui va prendre une initiative et qui va faire en sorte que le client vienne à lui, vienne dans sa cave, vienne dans ses vignes. Ensuite, il va faire la promotion de sa région. En général, les vignerons, c'est des passionnés. Mario, tu l'avais dit, c'est pas juste quelqu'un. Le vigneron ne fait pas que du vin, c'est pas un winemaker, c'est un vigneron. Or, la différence entre winemaker et vigneron, elle prend tout son sens ici. Ensuite, il y a le travail des AOC. Et là, je pense aux caves ouvertes de Fissin. Donc ça, par exemple, c'est une initiative d'une AOC pour amener des touristes, amener des clients, amener des consommateurs. J'ai parlé du marathon de Molsheim, donc ça c'est une initiative de l'Interpro d'Alsace, des vins d'Alsace. Et puis après, on a, pour attirer des clients, des consommateurs, des dégustateurs internationaux, il faut une puissance nationale, à tout France, 20 sociétés, c'est leur boulot, et ils le font plutôt bien. Il y a de la BVB aussi quand même. Ah oui, mais j'élargis moi. Le BIBB peut-être? Oui, on fait aussi la promotion de nos vins. Alors, je suis plus étiquette Bourgogne-Franche-Comté, je fais aussi les vins du Jura. Mais le BIVB fait aussi une grosse action au niveau international, où l'association des chevaliers du tas de vin, dont je fais partie, on a aussi 12 000 personnes dans le monde qui nous représentent. Et on fait, je pense à une action du BIVB qui est assez intéressante. Alors, c'est pour promouvoir le vin, mais le no-tourisme aussi. C'est qu'on fait, je crois que c'est une fois par mois, alors je ne sais pas s'il y a des gens du BVB ici, une fois par mois, il y a une dégustation en direct qui se fait sur les 5 continents. On commence le matin, on filme avant dans 3 domaines, on filme les vignerons, on envoie les échantillons aller au Japon, en Asie quelque part, etc.
C'est depuis Dijon, c'est en live et en direct. Il y a un ambassadeur là-bas et on a au Japon 200 personnes qui vont déguster. On va former des sommeliers, mais des agences de voyage, etc. à nos vins. Donc on fait vraiment des choses. Ça, c'est aussi du numérique à derrière, parce que mine de rien, il faut gérer tout ça. Donc on fait des choses assez passionnantes. Et dans une petite promo, moi je vais prendre mon étiquette lagoisienne, on a la plus vieille balade gourmande. C'est pas un marathon, là on s'adresse à tout le monde, hein, de 0 à 99 ans on peut encore marcher. Et là on fait aussi la promotion du ladois dans ce cas-là et des cortons. Et c'est plus de 3000 personnes au niveau mondial et on est inscrit dans des balades gourmandes mondiales. Partie d'une association, donc il y a plein de choses. Voilà, le tourisme, ça peut être aussi local. Hein. Moi, j'aime pas dans le tourisme, on dit il faut qu'il touche sur le territoire, c'est faux. On a aussi du tourisme local. Moi, j'ai des gens à Besançon qui ne sont jamais venus voir les hospices de Vaud, je trouve ça scandaleux. C'est pour Laurent qui n'est pas. Mais c'est vraiment partout. Et puis c'est pas uniquement le Viron, il y a aussi... on va au restaurant, on déguste un vin, après ça peut nous amener dans un domaine, etc. Aujourd'hui, il y a des vraies actions, puis il y a le chardonnay D aussi, dans le Mâconnais. Oui, c'est des vraies grandes actions aujourd'hui, et qui sont très connues à l'étranger, notamment dans les pays anglo-saxons. Et bien justement, je vais redonner la parole, Pascal, parce que tu nous parlais du niveau local, et du coup, en tant que chargé du numérique de la région, quels sont tes travaux et quels sont les travaux? Alors, je vais juste vous parler de ce qu'on fait dans ce monde-là. Alors, ça va peut-être pas faire plaisir à la table ronde que j'ai entendue avant, mais on est en train de mettre en place des simulateurs d'enjambeurs à la Viti à Vaud, qui vont après se déployer un peu partout, parce que dans ce monde de la Viti, quand on travaille encore le sol, parce qu'on fait des trucs tout à l'heure, tractoriste aujourd'hui, c'est un métier extrêmement complexe. On a du mal à recruter les gens. Les jeunes, on a du mal à les former parce qu'en plus, avec les nouvelles réglementations, ils ne peuvent pas monter sur un enjambeur avant 18 ans. Donc c'est compliqué. Aujourd'hui, on apprend à utiliser un enjambeur qui est l'engin le plus dangereux du monde, puisqu'il y a un accident par jour en Bourgogne-Franche-Comté. Un accident par jour. D'accord? Donc c'est pas de la rigolade. Et là-dedans, au niveau mondial, il n'y a pas de simulateur. Donc on ne peut pas apprendre ou réapprendre à s'en servir. Aujourd'hui, vous les connaissez mieux que moi, vous êtes dans ce monde-là. C'est hyper asservi, etc. On a des joysticks. Et donc là, on a financé sur du budget européen, du budget régional, 12 simulateurs d'enjambeurs, 18 engins qui vont être développés et après qui vont se déployer. C'est aussi un outil d'attractivité pour montrer que la vigne, c'est aussi des métiers modernes pour amener les jeunes. Donc voilà un exemple. La salle des climats Porte Paris de Bourgogne à Vaud, si vous ne l'avez pas visité, vous y allez demain. Non, mais typiquement, un peu de réalité augmentée pour faire de la technique, et puis expliquer cette notion de climat, voir les parcelles, etc. Et puis demain, c'est une application que vous embarquez. Après, il y a une initiative importante en Saône-et-Loire qui est la route des vins qui est en train de se développer. Alors c'est un outil extrêmement collaboratif, c'est porté par le département et par l'agence de développement touristique, départementale touristique du 71. Et là, on est vraiment dans un outil collaboratif. En gros, j'arrive dans un village, je vais savoir qu'il y a une dégustation dans 5 minutes à côté, et je ne vais pas rentrer chez moi ou à l'hôtel en disant merde, je l'ai raté. Il y en avait une, je l'ai raté, par exemple, ou alors tel caveau est ouvert, voilà ce qui se passe. Et une autre expérimentation qu'on est en train de faire, c'est avec des tables tactiles. Genre, je vais chez un vigneron, il est déjà en train de faire déguster, il y a un groupe, j'arrive, je peux être étranger ou autre même, et ben je vais pouvoir commencer à avoir des infos, voire prendre une bouteille, la mettre dessus. Ça, c'est hérité du monde du luxe. Hein, c'est des applications comme Vuitton et autres qui font ça dans leurs grands magasins, dans leur concept store et autres à Paris et ailleurs. Et là, on va amener la bouteille sur la table tactile. Ça va nous donner des infos. On va peut-être voir une interview du vigneron, etc. Et puis, on les prépare à la dégustation en attendant. Voilà, quelques exemples. Bah, merci beaucoup. Et puis, je vais rebondir sur ce que tu as dit. Pour Cyril, qui travaille justement en collaboration avec les vignerons, comment ils considèrent le secteur du tourisme? Oui. Il y a forcément différentes opinions là-dessus. On va avoir le vigneron qui n'a pas forcément envie d'aller plus loin que son rôle de winemaker, comme tu disais, qui va avoir la vision du je suis vigneron, mon travail c'est de faire du vin et de vendre du vin, donc je ne vais pas aller plus loin que ça. Heureusement, il n'y a pas que cette catégorie de vignerons là. Moi j'en vois de plus en plus
qui me contactent dans l'idée justement d'aller un petit peu plus loin, de faire découvrir plus que le vin, de faire découvrir vraiment le métier de vigneron, de faire découvrir la région. J'ai même certains vignerons avec qui je travaille qui couplent le travail du vigneron avec d'autres activités. J'avais une vigneronne du côté de Vézelay dans l'Yonne qui faisait à la fois découvrir la ville, la vigne et le vin. Donc on avait un ensemble complet d'activités. Donc ces visites, c'était 2 heures, hein. C'était pas une demi-heure dans une cave à déguster les vins, c'était vraiment 2 heures. Donc on a vraiment deux écoles. Il y a le vigneron qui est sur sa vision très carrée, enfin, très limitée du vin et des activités autour, et on a ceux de plus en plus qui s'ouvrent, d'autant plus qu'en ce moment on a, moi je le ressens comme ça, hein, c'est un avis personnel, mais j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle génération qui est en train de prendre le pouvoir, en tout cas qui reprend les nouveaux domaines, et qui vient du coup avec d'autres idées, et qui a plus envie, qui a plus trop envie de se limiter au vin, mais qui a surtout envie de partager. Eux, ils ont grandi dans un domaine, et ils ont envie justement de partager ça et de montrer que le no-tourisme, c'est pas que de déguster du vin, c'est aussi de découvrir une culture, de découvrir le métier de vigneron, de découvrir le terroir. Comme le disait Pascal, il y a tellement de choses à découvrir dans le vin, c'est pas simplement le jus de raisin, quoi. C'est tout ce qui va autour. C'est la richesse de la culture, du domaine. Exactement. Ouais, c'est ça. Il y a une chose aussi, le touriste aujourd'hui, on veut beaucoup d'expérience. C'est-à-dire qu'on veut vivre des choses. On ne veut pas forcément juste déguster du vin, découvrir des vins. On veut vivre des expériences. C'est un peu ce qu'a fait Boisset avec sa nouvelle cuverie et autres à Nuit Saint-Georges. C'est-à-dire qu'on arrive et on a tout un environnement. On va découvrir un peu comment ça se passe, on va avoir du film, on va avoir etc. Et ça vient de plus en plus. Et on voit des choses arriver, même avec de la réalité virtuelle ou augmentée, on voit qu'on les met dans une expérience et que ça va au-delà. Hein, on est en train de travailler, tiens, encore une autre chose, on est en train de travailler sur un projet qui s'appelle Matrice Patrimoine Bourgogne, avec le Clos Vougeot, donc avec l'association de chevaliers du Tadevin, et on bosse avec 8 grandes écoles, dont l'école 42, l'école de codage de Xavier Niel, et on est en train de réfléchir à comment on pourrait faire vivre une expérience, typiquement dans ces grands bâtiments, où le vin est au cœur du bâtiment, mais on ne le voit pas et on ne le goûte pas. Donc c'est vachement frustrant. On va là, et puis on peut rien goûter. Bon, y a des chapitres qui se passent, des grands banquets, mais on ne les voit pas, si on n'est pas dans le truc. Donc là maintenant, on est dans on lance quelque chose pour faire vivre une expérience aux gens, les immerger dans le Clos Vougeot quand ils vivent. Et puis voir peut-être remonter au temps des moines et voir comment ça se passait dans cette cuverie. Donc aujourd'hui, on veut vraiment vivre des choses. C'est faire comprendre toute la dimension de la oui, et puis que les gens deviennent un peu acteurs, c'est-à-dire que, je ne sais pas, c'est le château de Pommard qui a commencé chez nous il y a 2 ans ou 3 ans, de dire je peux venir une demi-journée et je peux participer aux vendanges. Mais il y a beaucoup de demandes, hein. On se réfugiait sur non c'est pas possible, on n'a pas le temps, et on voit que ça cartonne, et aujourd'hui d'autres s'y mettent. Donc là on vit vraiment l'expérience, parce que c'est l'expérience ultime quand on aime le vin, de dire j'ai fait ma vendange pendant une demi-journée, et on est sûr que ce seront des clients du domaine, et on est sûr qu'ils reviendront, quoi. Pour les fidéliser, il n'y a rien de mieux. Merci beaucoup. Justement, pour rebondir là-dessus, au Portugal, c'est possible de réserver une petite maison et un petit morceau de vigne, et puis de faire son vin. On sort un tonneau, mais c'est pendant les vacances, on apprend à faire son vin, et ça, il me semble que c'est une bonne façon de faire de l'œnotourisme. Merci, voilà. C'est super parce qu'on a du coup entamé la deuxième partie de cette table ronde, donc la place des nouvelles technologies. Donc, je vous ai déjà donné un très bon exemple, Pascal, et du coup Mathieu, toi, est-ce que tu veux revenir dessus et nous dire la place du numérique, qu'est-ce que tu veux rajouter? Oui, je l'ai fait dans le livre, je peux le faire là. Si vous pouviez acheter son livre. Je ne l'ai pas dit comme ça. Moi, je l'ai dit. Alors pour moi, la place du numérique dans le no-tourisme, elle est en construction parce que le no-tourisme est un secteur lui-même qui est en construction.
J'identifie moi deux types de numérique dans le no-tourisme. Il y a le numérique léger, ou à minima. À minima, c'est peut-être pas forcément le bon adjectif. Un exemple, le projet Touristio de la MSH, c'est mettre des anecdotes sur les lignes, sur le vin, sur les vignerons, et puis proposer par des notifications push, par exemple, de recevoir ces anecdotes sur son téléphone. C'est pas invasif, mais ça permet aussi d'améliorer, on va dire, l'expérience. Tu parlais d'expérience, c'est exactement ça, on améliore l'expérience, et si on améliore l'expérience, on améliore les sentiments, les émotions, et on va s'orienter du coup vers une vente du vin, qui sera certainement mieux réussie et plus importante que si on a une expérience banale ou mauvaise. Si elle est mauvaise, a priori, il n'y aura pas de vente. Et après, il y a un numérique qui est un peu plus lourd, je n'ai pas dit invasif, j'ai dit un peu plus lourd, et là, par exemple, c'est la réalité virtuelle et les masques que tu as. Alors, je sais pas, est-ce que ça fait la transition? Ça fait la transition. Je sais rien en fait, je n'ai besoin de rien faire ici. Arrêtez les 3 minutes. Oui, voilà, aujourd'hui, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, c'est quelque chose qui est en train d'exploser un peu partout. Et il n'y a pas de raison que le no-tourisme n'en profite pas. Et on voit de plus en plus de services naître autour de ça, autour de la réalité augmentée et aussi de la réalité virtuelle. Je ne sais pas s'il faut que je présente ce que moi je fais ou... nous, Vintic, par exemple, on a développé un nouveau service qu'on a lancé en début d'année 2018, avril 2018, et qui permet de visiter les domaines en réalité virtuelle à travers un casque. On s'occupe d'aller dans les domaines partenaires, on fait une prise de vue à 360 degrés, et l'idée c'est que le vigneron qui s'intéresse à l'œnotourisme puisse le faire dans des endroits où justement on ne pense pas forcément à l'œnotourisme. Par exemple, on donnait le cas des salons viticoles. Les salons viticoles, l'objectif c'est de vendre du vin, mais il y a des vignerons qui ont envie de faire plus que de vendre du vin. Donc ils ont la possibilité, grâce au casque, de donner un moyen immersif pour le particulier de découvrir le domaine en même temps qu'il découvre le vin du vigneron. Voilà. Merci beaucoup. Ça rejoint ce que tu disais aussi tout à l'heure. Oui, puis le no-tourisme, c'est aussi de faire venir, et il y a tout le numérique aujourd'hui. Il y a peu de tourisme qui n'utilise pas au moins un produit numérique, au moins pour préparer son voyage. Hein. Je crois que c'est 80% ou un truc comme ça. Donc il ne faut pas l'oublier, parce qu'une fois qu'ils sont là, ok, il faut les capter et tout, mais il faut déjà les faire venir. Donc ça, c'est important. Aujourd'hui, les sites, même les grands sites, genre des TripAdvisor ou autres, ont la thématique tourisme. Hein. Donc c'est important. Après, on parle beaucoup de Airbnb aussi, parce que le tourisme, il dort là. Aujourd'hui, la rubrique événements de Airbnb, c'est-à-dire des locaux qui font découvrir des choses, moi j'engage certains à y aller, quoi. Il faut y aller, il faut proposer des choses, parce qu'il y a des vraies demandes. En fait, la demande est là, c'est l'offre qui n'est pas là. Et le numérique aide. Donc le numérique n'est pas forcément quelque chose de très technique. Alors moi je vais en remettre une couche, tiens juste, on est no-tourisme et on est eno tout simplement. C'est qu'on est en train de développer avec le Vitipôle de Danaillé 2 systèmes pour apprendre à tailler. L'un en réalité virtuelle pour les nouveaux, parce que quand vous les mettez dans nos parcelles à nous là, chez nous, hein, je ne parle pas des autres, les autres je ne connais pas, mais on ne va pas couper n'importe comment. Donc là, on leur apprend avant et on leur apprend les gestes réels. Et puis pour les anciens qu'on va former à de nouvelles tailles, on va leur faire en réalité augmenter directement sur le pied, puis on va les guider. Donc on en est là aujourd'hui, hein, donc ça arrive aussi par plein d'autres moyens, mais c'est aussi des choses qui vont intéresser certains touristes ou certains jeunes sur les filières, parce que c'est intéressant. On ne peut pas aujourd'hui faire, dire je viens passer 3 jours dans votre domaine, c'est rare. Ce que tu nous as dit au Portugal, c'est super intéressant. Et je pense qu'il y a des vraies choses à faire. Du coup, moi j'ai une dernière question pour rebondir sur un peu ce que tu viens de dire. Est-ce que, Mathieu, c'est ça toi, est-ce que tu penses qu'il faut plus de numérique? Alors je vais faire la réponse qu'on a entendue de nombreuses fois jusque-là, et pas que pour le numérique. Du numérique pour du numérique, ça ne sert strictement à rien. Du numérique utile, oui.
évidemment. Mais là, je pense qu'on a peut-être des réactions dans la salle. Peut-être pas forcément que ma bonne parole. Est-ce que vous voulez réagir du coup sur ces questions? Est-ce que vous avez des questions? Oui, bah, ça rebondit sur ce que vous venez de dire, Mathieu, et que vous dites si bien dans votre excellent livre. Et ça fait écho préparé, hein. Et ça fait écho à ce qui passe. Non, en plus, c'est vrai. Puisque vous ne devez absolument pas être là. Donc, ça fait écho à ce que Pascal a dit au début. Ok, c'est un support. Oui, mais si c'est un support pour réutiliser le même contenu qui ne marche pas en non numérique, je ne vois pas forcément l'utilité. Or, et blague sur le livre mis à part, c'est quand même ce que vous avez très bien analysé, Mathieu, à différents endroits, et sur lesquels je rejoins tout à fait quand je regarde ça, moi, avec ma perspective un peu critique de chercheur, c'est que c'est quand même très souvent un habillage numérique de contenu ressassé. Un mauvais contenu qui soit numérisé ou pas, il sera toujours mauvais. Hein. Voilà, et il sera toujours inintéressant. Hein. Exactement. Et donc je ne sais plus comment vous l'avez dit, Mathieu, tout de suite. Moi, je vais le dire comme je le dis en général devant des étudiants, en paraphrasant le général de Gaulle et l'Europe. On peut sauter sur sa chaise parce qu'on a une start-up en disant le numérique, la data, la data, la data. Si c'est pour utiliser de la data qui ne marche pas, tout en sachant qu'elle ne marche pas, mais on va réussir à la vendre à quelqu'un, parce qu'on va dire on est une start-up et on fait du numérique, voilà, je suis plus que sceptique. Et Pascal, qui connaît la situation à travers différents projets en dehors de France, est peut-être en tout cas une différence aussi fondamentale entre le numérique et l'approche de la data des start-up françaises. Et ce qui se fait, je vais reprendre l'exemple qui est toujours le même parce que je parle que de ce que je connais, le monde germanique et le monde scandinave. Alors, tu as complètement raison, et moi je suis bien sur les usages numériques. Donc c'est qu'est-ce qu'on veut faire? Quand on vient me voir en disant je veux faire de la réalité augmentée, je dis bah non. Maintenant, qu'est-ce que tu veux faire? Puis on verra si c'est ça qu'il faut ou autre chose. Et puis on sait que la réalité augmentée aujourd'hui, dans 10 ans, on va rire quand on va voir ces zinzins-là. Moi, de la technologie, en 37 ans, j'en ai plein mon grenier. J'en ai fait 3 containers à la déchetterie. Mais c'est ça. Donc, faut pas s'arrêter à aujourd'hui. De toute façon, ça va très vite et ça va toujours 2 fois plus vite tous les ans, quasiment. Donc, il faut pas s'arrêter à ça. Du bon contenu aujourd'hui qui marche, numérisé, fait pour le numérique, et bien on va pouvoir le réutiliser demain sur autre chose. Mais du mauvais, il sera toujours mauvais, il sera toujours inutilisable, inintéressant. Donc le numérique n'est pas une fin en soi. Par contre, c'est quasiment un passage. Il y en a un peu partout aujourd'hui, et on fait avec. Et on s'en sert, mais pour des usages, pour des choses, mais pas pour dire je fais du numérique et super, je fais du numérique. Un digital, s'il vous plaît. Alors ça, c'est scandaleux d'employer ce mot-là, c'est un peu ça. Vous dites pas je suis un domaine digital quoi, ou numérique, ça va faire rigoler les gens. Vous dites je fais le meilleur vin du monde, venez le goûter, et en plus je le fais avec mes tripes quoi. Et c'est ça que les gens veulent, et ils veulent voir des gens. Hein, arrêtons de mettre des robots. Ah oui, alors le truc, la bonne nouvelle quand même de la semaine, il y a un resto qui était ouvert au Japon avec des robots qui servaient, ça y est, il a fermé, j'en suis bien content. Hein, et il y a un zinzin à Chalon-sur-Saône qui a remis des... Bon, il n'y avait plus de serveurs et on commandait avec des tablettes numériques. Il a duré moins de 6 mois. Je suis très content parce que je l'avais prédit. Voilà, il faut arrêter. On veut voir des gens aussi. D'accord? Et ce qu'on veut voir, c'est le vigneron, c'est les gens qui travaillent la vigne, c'est tout ça. Et je crois que ce que tu as dit tout à l'heure sur le local est très important. Et est une dimension souvent négligée. Voilà, parce que... Alors, très concrètement, on veut viser une clientèle internationale, donc on va le faire en anglais. C'est absolument pas localisé, et c'est, je parle devant une de nos étudiantes d'un master spécialisé, donc je fais attention à ce que je dis, mais montrer à des spécialistes de la localisation et qui connaissent un petit peu les problèmes de sémantique, c'est risible. Et ce dont on ne se rend pas souvent compte, c'est que le client qu'on vise avec ça, lui aussi, il rit quand il le dit. Absolument. Et au-delà de ça, juste pour répéter, le vin, a priori, c'est bioculturel. Donc c'est des vignes, c'est du sol, on a vu ça tout à l'heure. C'est aussi des hommes, des vignerons, un terroir, vous l'avez dit tous les deux. Et si on met du numérique là-dedans pour casser ça, je suis pas sûr qu'on s'en sorte mieux. Je suis pas sûr que ça vaille le coup de mettre un robot à la place d'un homme. Dans le vin, je suis pas persuadé que ça fonctionne.
Moi, je suis plutôt pour l'expérience humaine, plutôt que numérique à ce niveau-là. Et l'échange avec ces gens, c'est-à-dire que Oui. c'est un dialogue en Oui. fait. Et du coup, ça rentre dans l'expérience, parce que c'est un peu ce qu'on fait. Et je vois Roxane là-bas qui rigole parce qu'on s'est pris la tête pendant 1 heure hier soir sur cette notion d'expérience. On va arrêter l'entre-soi. D'autres questions? J'avais une question, vous parliez de qualité de contenu et d'expérience de contenu qui marche. Par rapport à toutes ces expériences immersives dont vous parliez, ça nécessite des technologies numériques. Pour avoir pratiqué les musées et le patrimoine pendant un moment avec justement cette engeance de dispositifs numériques qui ne fonctionnent pas, je voulais vous poser cette question, savoir comment vous anticipez ça, sachant qu'en plus c'est sur des domaines qui sont en extérieur. J'imagine que ça demande... Ah mais il y a plein de solutions qui existent, qui vont exister. Non, aujourd'hui on est capable de faire... Tiens, un exemple qui n'est pas dans le no-tourisme, quoique la Saint-Vincent est à Vézelay. Vézelay, dans la basilique, aujourd'hui, vous faites une visite avec du son augmenté. C'est-à-dire qu'on met des casques à résonance osseuse. Ça existe, hein, c'est dans le commerce, hein, c'est pas une nouveauté. Donc vous n'êtes pas coupé de la réalité. Et vous visitez la cathédrale de Vézelay, la basilique, avec Viollet-le-Duc sur son chantier. On fait vivre des expériences comme ça aussi. Après, le mauvais contenu ou les trucs qui marchent pas, moi les audioguides, c'est le truc que je déteste le plus au monde. Mais celui qui a inventé ça, franchement, faut le pendre. Faut faire je sais pas quoi, mais c'est un scandale, quoi. Et quand je vois encore des sites, allez, je vais faire ma mauvaise langue aujourd'hui, des sites où il y a 450 000 visiteurs, je ne sais pas encore comment on peut les attirer avec des lapins en plastique dans la cuisine. Alors si vous ne comprenez pas, je vous sous-titrerai après. Hein. Et des audioguides, mais des années 50, mais il faut arrêter, quoi. Les gens, ils viennent pas chercher ça. Aujourd'hui, ils viennent chercher une expérience. J'aimerais rencontrer Guillaume de Salin, Nicolas Rollin dans les hospices de Beaune, quoi. Et ça, je suis d'accord avec vous. Et il n'y a rien de pire en numérique. C'est particulièrement contre-productif. Oui, oui, complètement. Et puis ça donne une mauvaise image. Et puis on sort de là en disant, bon, j'ai visité ça, c'est pas top. Ou alors le pire, c'est les bornes ou les machins qu'on nous met aujourd'hui. Et ils sont en train d'essayer de rebooter sous Windows et vous avez un message d'erreur, quoi. C'est juste. Quand même Ben non, mais vous avez complètement raison. Après, vous pouvez avoir le meilleur contenu du monde, si ça marche pas. C'est pour ça. Faut pas que le numérique soit un truc complexe en plus. Et dans les interfaces, faut que ça soit simple. Je vais vous donner un truc anti-touristique, même anti-habitant, c'est le parc-mètre de Parquéon. Vous savez, vous avez ça à Dijon, à Dole, à Besançon, partout. Il faut rentrer votre numéro de voiture, il faut avoir bac plus 12 pour pouvoir s'en servir, quoi. Si vous y arrivez du premier coup, bravo. Je dis pas en payant par son téléphone. Hein. C'est juste un truc, c'est une interface non utilisateur. Alors imaginez un touriste qui vient chez nous et qui essaie de se garer. Eh ben, je pense qu'on lui a donné la mauvaise image. Et c'est du bien. Bon, bah, après, on peut continuer.